Donc, je m'appelle Frédéric Durand, donc je suis kinésithérapeute. Donc, ça fait 12 ans que je suis en Calédonie. Et donc aujourd'hui, on va parler des points triggers et du dry needling, qui est en fait une technique de traitement des points triggers. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un point trigger. On va parler du syndrome myofascial douloureux. C'est essentiellement ça dont on parle en fait. C'est le travail en chaîne au niveau des points triggers. On dira un petit mot sur le syndrome neurogène douloureux. Les deux sont souvent liés. Et on verra le traitement des deux, traitement du point trigger essentiellement. Donc, une définition. Donc, le point trigger, c'est une zone hypersensible à la pression dans un tissu mou et à l'origine d'une symptomatologie douloureuse locale. Et c'est pas parfois, c'est très souvent à distance. Donc, la compression de ce point reproduit tous les symptômes. Donc déjà, il faut éliminer, en fait, ça n'a rien à voir, les points triggers n'ont rien à voir avec les points d'acupuncture, avec les points de pression, les points de la fibromyalgie. C'est des entités complètement différentes. Alors, j'insiste, c'est la notion, en fait, le point trigger, en anglais, en fait, ça veut dire point gâchette. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on appuie, c'est pas là qu'on a la douleur, mais la douleur est à distance. C'est comme ça que la définition a été donnée. Alors, un petit peu d'histoire très rapidement. C'est donc Kellgren qui a parlé en premier lieu des douleurs référées d'origine myofasciale. Et l'essentiel du travail sur les syndromes myofasciaux a été fait par le Dr Jeannette Travell en collaboration avec Simmons. Ils ont travaillé ensemble à partir de 1963 et c'est eux qui ont fait le plus gros travail sur les points triggers. Me concernant, en fait, moi j'ai fait toute ma formation avec Yann et Véronique Delair, qui sont des physiothérapeutes belges, et on a beaucoup de choses à apprendre des Belges. Alors les Travell et Simmons ont émis deux tomes très importants sur les syndromes myofasciaux, donc un 83 et un 92, et on peut retenir trois thèmes. Ils ont parlé vraiment de fléau de l'humanité, tellement c'était important pour eux les points triggers. Ils ont parlé du côté de la difficulté de diagnostic et surtout de l'indifférence médicale, surtout à cette époque-là. Bon, après maintenant, on a quand même pas mal du corps médical qui est intéressé, qui est réceptif à ça, alors que ce n'était pas le cas à leur époque. Donc moi, me concernant, c'est plutôt les bouquins de Yann que je connais. Alors, on va parler de la physiologie du point trigger. Au niveau du point, on a une activité électrique spontanée supérieure à la normale. Travell appelait ça le bruit de plaque motrice. On a une petite différence de température, ça c'est dû à l'activité métabolique augmentée. Et donc en fait, on a un concentré plus important de substances pro-inflammatoires. Évidemment, si on fait une étude microscopique, on va retrouver les tensions au niveau des sarcomères. Mais malgré tout, le principal traitement, enfin le principal diagnostic du point, ça reste la clinique et l'examen palpatoire. Donc on parle de point trigger musculaire quand ça se passe au niveau d'un muscle, donc dans un cordon musculaire. Le point il est dans le sens des fibres musculaires et c'est dans les muscles striés. Voilà, dans le sens des muscles. Donc le diagnostic se fait à la palpation, on recherche un nodule. Dans une contracture, donc on a un cordon myalgique, un cordon qui est très douloureux, et à l'intérieur de ce cordon douloureux, de cette contracture, on retrouve en fait un point, un nodule qui est encore plus douloureux et qui déclenche les douleurs. Il reproduit donc les symptômes. Donc l'examen palpatoire. Cette hypersensibilité donc locale, et c'est cette augmentation de la douleur qui est l'indice en fait de sévérité du syndrome et qui est en fait un diagnostic en fait du symptôme. C'est l'importance de la douleur qui va nous dire que c'est un point trigger. Donc on trouve différents points. On a les points primaires, évidemment, c'est ceux qui apparaissent en premier. C'est donc ceux-là qui sont à traiter en premier. Et on a les points trigger associés, les secondaires. Ils sont, alors, pour schématiser, on peut avoir un point trigger primaire qui déclenche un trouble postural. Et en fait, ce sont les conséquences
dans la posture en fait qui vont donner des points trigger associés. Et on va parler de douleurs référées. On trouve des points trigger dans les zones de douleur référées, ça ce sont les points satellites. Ils sont tous à traiter, mais pas dans le même ordre. Donc on a des points actifs et des points latents. Le point actif, donc c'est celui qui est à l'origine de la symptomatologie, c'est donc lui le motif de la consultation. Donc avec une douleur locale et une douleur référée, à la différence en fait du point trigger latent, qui lui en fait présente une symptomatologie, mais elle n'est pas spontanée. C'est-à-dire qu'on va réveiller la douleur, on peut réveiller une douleur référée, mais ce n'est pas celle qui est connue par le patient. On traite aussi les points trigger latents de façon, comme dans un second temps, on est obligé de les traiter parce qu'en fait ils entretiennent les symptômes. Alors cette douleur référée, ça n'a rien à voir en fait, ça n'a presque rien à voir avec les myotomes, dermatomes qui sont des douleurs neurologiques. C'est des territoires donc, qui sont plus ou moins éloignés du site lésionnel. On a des variantes individuelles, mais globalement en fait c'est comparable à tous les patients. C'est pour ça qu'en fait ils ont pu établir des cartographies avec les douleurs référées. Donc là par exemple pour le masséter, on a les douleurs classiques des points au niveau de l'arcade, sourcilière au-dessus du sourcil et dans le mandibule avec les points trigger dans le masséter. Voilà, les cartes donc, donnent tous les points qui peuvent être traités. Donc, déjà, ils ne peuvent pas tous être traités en dry needling, mais ils peuvent tous être traités. Donc, pour l'explication, on a le point trigger en fait, et les taches les plus foncées en fait, donnent les zones principales de douleur référée, mais en fait, on peut avoir des zones un petit peu plus étendues. Là, on a le scalène. Voilà, pour la partie antérieure, la partie postérieure des scalènes. Il y a une raison anatomique ou pas pour ça? Non, c'est pas anatomique en fait. Si je comprends bien, les couleurs, voilà, tu as un point et puis ça correspond, la couleur, ça correspond à la zone de déclenchement de douleur référée. Comment on revient en arrière? Là, je suis vers l'eau. Oui. Là. Pour revenir sur le scalène, tes points trigger dans le scalène vont être en fait, tu vas les trouver dans le muscle, et la douleur référée, ça correspond aux taches. Quand tu appuies sur le scalène, tu vas avoir une douleur dans le bras et dans le Quand tu as un point trigger actif dans le scalène, en fait, tu réveilles la douleur dans une de ces zones ou dans plusieurs zones. Excellent. Donc, alors on a quelques muscles en fait qui sont très faciles à retrouver chez les patients. Hein. Donc les scalènes, on retrouve facilement, mais sur l'infraépineux, on les retrouve très facilement. L'infraépineux, en fait, donnent des douleurs antérieures. Les points trigger en fait de l'infra donnent des douleurs antérieures. Tu as des points trigger interscapulaires aussi ou pas? Oui. Et ça veut dire référer où ça? Sur en postérieur. Voilà. Du même côté déjà, généralement. Du même côté, et en fait c'est loco-régional pour les interscapulaires. C'est la même chose en fait. C'est la même chose en fait. Donc on parle de chaîne myofaciale quand il y a plusieurs muscles. Donc en fait il faut au moins 3 muscles, il faut qu'il y ait un point trigger dans chaque muscle et il faut qu'il y ait un point trigger actif. Et en fait c'est simple, on a des chaînes classiques au niveau du coude, le brachioradial, le larkel supinateur, et on a aussi au niveau de les scom, scalènes et suboccipitaux. On a toutes sortes en fait d'origines possibles pour les points trigger. Mon expérience, même si elle est courte, montre que la symétrie corporelle en fait c'est une des causes les plus fréquentes. Après on peut avoir plein de raisons.
mais la symétrie corporelle est très souvent en cause. Les différences de tension entre les droite-gauche ou fléchisseur-extenseur ou adducteur-abducteur, voilà, va déclencher ces points. Alors la surcharge, en fait, elle peut être aiguë ou chronique, ça peut être aussi un choc direct. Le mécanisme, en fait, va pas être tout à fait le même au niveau physiologique, mais au final, c'est la même chose. Au final, en fait, on se retrouve avec un problème hypoxique au niveau du muscle. Donc l'essentiel du diagnostic, en fait, se fait est palpatoire. Donc c'est évidemment l'anamnèse, en fait, avec les gens nous expliquent ce qu'ils ont, et la palpation du cordon, du nodule, et la reproduction de la symptomatologie avec la douleur référée. Le diagnostic, en fait, est renforcé avec le traitement. Quand on travaille sur le point trigger, en fait, on déclenche, et c'est ce qu'on recherche, on déclenche un twitch, qui est en fait une réaction de secousse musculaire localisée, qui est complètement involontaire. Et le déclenchement de cette réaction, en fait, est une preuve de la présence du point trigger. Donc l'activité électrique, évidemment, on ne peut pas la détecter. Alors ce cordon, on le palpe en pince ou alors contre un plan dur. Donc on peut le palper, en fait, pour le diagnostic à plat. La prise en pince sert pour le diagnostic, mais elle sert surtout pour le traitement, en fait. Il est préférable de traiter le point trigger, surtout en dry milling, avec une prise en pince, tout simplement parce que on s'éloigne, en fait, des gros vaisseaux sanguins, des nerfs, donc des zones à risque. Donc, voilà. Juste pour dire, tous les points douloureux ne sont pas des points trigger. Je répète, il faut vraiment qu'on ait l'hypersensibilité du nodule et qu'on ait ces douleurs référées. Sinon, en fait, ce sont des points de tension, des contractures qui ne sont pas des points trigger. Donc évidemment, on ne va pas les traiter, surtout pas les traiter à l'aiguille. La reproduction des symptômes, en fait, c'est l'objectif de l'examen. Donc, soit à la palpation, soit en fait avec les tests de provocation, les mobilisations ou les étirements. Et un petit mot sur le fameux twitch. Donc c'est une réaction de secousse musculaire, c'est une contraction soudaine et involontaire, donc c'est du blabla, mais on verra ça, j'espère qu'on va le voir à la vidéo tout à l'heure. C'est donc une contraction involontaire à la compression ou l'étirement du point. Menz, en fait, décrit ça comme un réflexe spinal. Donc quand on stimule le point trigger, on déclenche, en fait, le twitch, et ce twitch-là qui régularise, en fait, l'inflammation locale, en fait, par mobilisation du nodule et du cordon myalgique. On dit, en fait, que c'est le signe pathognomonique du point trigger. Les douleurs référées, on en a parlé. C'est le qualificatif qui est important, en fait. Les patients disent que la douleur est sourde, diffuse, profonde et difficile à localiser. C'est un peu différent des douleurs neurologiques. La restriction de mobilité, donc fonctionnelle, en phase aiguë, c'est donc les douleurs qui limitent la mobilité. Donc on peut avoir, par exemple, voilà, j'ai mis l'infraépineux qui donne une limitation, qui peut reproduire le conflit sous-acromial, donner une image de pseudo-conflit sous-acromial, alors qu'en fait c'est un point trigger dans l'infraépineux. Et idem, le subscapulaire, en fait, en phase chronique, un point trigger dans le subscapulaire, et vous avez les gens qui sont complètement bloqués, et en fait c'est pas une capsulite, c'est un subscapulaire qui fonctionne pas bien. La faiblesse musculaire, elle est souvent causée par les points triggers latents. On a remarqué qu'ils avaient un rôle important dans le développement des crampes, et c'était dû, en fait, à l'inefficacité des fibres dans les cordons musculaires. On trouve parmi les symptômes
qui ressemble à la douleur référée, on a la symptomatologie neurovégétative. Alors on la retrouve essentiellement dans certains muscles, essentiellement en fait, le SCOM, et ce qui correspond en fait à des réponses, des réflexes somatosomatiques. Alors ça on peut passer, de toute façon c'est de la théorie. Donc comment fonctionne le syndrome myofascial douloureux? On a une surcharge fonctionnelle du muscle avec un facteur déclenchant qui peut être un traumatisme direct en fait, ou une lésion, une contraction prolongée comme un défaut postural. On a une dysfonction donc de la plaque motrice avec une libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique, une perturbation de la pompe à calcium enchaînée, donc une dépolarisation du rétinaculum sarcoplasmique. La contracture permanente s'installe et vous avez une compression des capillaires, donc une hypoxie locale. Et en fait, l'hypoxie entraîne la dysfonction de la plaque motrice. Et on a vraiment un cercle vicieux qui s'est installé. Et tant qu'on n'agit pas sur le point trigger, en fait, on ne régularise pas le problème. Donc là, on a le schéma de ce que je viens de dire, mais un peu plus savant et plus compliqué. Voilà. Là, on a le motoneuron alpha, la fibre musculaire, et voilà, l'acétylcholine. Là, on a les nerfs, les fibres nerveuses sensitives et neurovégétatives. Voilà. Et on a donc ce cercle vicieux qui fait que le point trigger, tant qu'il n'est pas travaillé, reste en place. Donc, il se passe, on a donc une hypoxie et une baisse du pH locale, une sensibilisation périphérique et centrale. C'est le muscle et le tissu conjonctif qui est impliqué. C'est donc un cercle vicieux, comme je disais. Un petit mot du syndrome neurogène douloureux. Le syndrome neurogène, on sait qu'il y a une relation en fait très étroite entre le système nerveux périphérique et les contenants interfaces mécaniques, et les muscles myofasciales en fait sont les premières interfaces mécaniques. Donc on peut avoir des douleurs neurogènes dues en fait aux tensions myofasciales, donc en fait une superposition des deux syndromes. On aborde le traitement, donc il y a évidemment le traitement manuel et le traitement dry needling. Le but, ça va être de désactiver les points triggers et de lutter contre la douleur. Le traitement manuel, en fait, il faut oxygéner pour revasculariser le muscle. Il faut drainer la substance inflammatoire et remodeler les tissus. Donc on a pas mal de techniques en manuel. Donc ça veut, je les note parce qu'en fait, tout le monde n'accepte pas les aiguilles, évidemment. Et aussi, on ne peut pas piquer tous les muscles. Donc les techniques manuelles, ça fonctionne toujours, ça fonctionne même bien. Donc on a les compressions rythmées, il s'agit en fait de faire des compressions rythmées 3 secondes au niveau du point. Les étirements locaux, donc ça c'est du traitement manuel purement local. Le massage fonctionnel en fait c'est une association d'une compression du point avec une contraction de l'antagoniste. Donc là on demande en fait une rotation interne avec une compression de l'infraépineux. Les libérations amyoaponeurotiques, en fait, c'est pour ça aussi que le massage classique reste en fait efficace. Pareil, libération des septums. On utilise beaucoup comme traitement, comme autotraitement, en fait, l'utilisation de la balle de compression. En fait, on demande aux gens, donc ça dépend. Dans le cadre de sportifs comme lui, on peut demander, en fait, on peut les laisser faire une compression prolongée de 1 voire 2 minutes. Donc des compressions qui sont paradoxalement ischémiques, mais l'expérience montre que ça marche. Et si les gens sont moins habitués, ceux qui sont un peu moins sportifs, en fait, on leur demande le même travail, mais en fait en compression rythmée sur des temps un petit peu plus courts et en appuyant évidemment un peu moins fort. Là, il fait la même chose sur le piriforme. Donc le dry needling, c'est donc c'est de la poncture sèche. Donc c'est une technique mini-invasive
où on utilise les mêmes aiguilles, ce sont les mêmes aiguilles que l'acupuncture, mais donc mis à part l'aiguille, il n'y a pas de point commun, en fait on ne travaille pas du tout de la même façon. À l'origine, ils utilisaient, en fait, ils mettaient des substances anesthésiques, mais en fait ils se sont rendus compte que ça marchait pas mieux, donc ils ont arrêté. À l'origine, c'était à l'époque de Travell et Simmons. La poncture, elle se fait en superficiel ou en profond, ça n'aura pas tout à fait le même effet. Alors moi je l'utilise pas trop, mais on peut faire comme en acupuncture, coupler en fait la stimulation électrique avec les aiguilles ou la chaleur. Donc les effets, bon, ça va être le traitement de ce point, donc la régularisation de l'activité électrique, la revascularisation de la zone. Alors les directives chez nous sont données par l'association suisse de dry needling qui nous donne les indications, les contre-indications. Alors en France, le dry needling est autorisé chez les kinés par le Conseil national de l'ordre depuis 2017, mais c'était un petit peu la foire, donc le Conseil de la massokinésithérapie a mis en place pour 2019 un diplôme. Donc tous ceux qui ont été formés avant 2019 en fait sont certifiés sur dossier, j'en fais partie, et à partir de 2019 en fait les gens doivent passer un diplôme. Donc il y a quelques contre-indications, les contre-indications générales. Donc les gens qui sont sous anticoagulants, évidemment les gens qui sont à risque infectieux, et évidemment les gens en fait qui le refusent, on ne va pas piquer de force. Et ceux qui sont même un peu sceptiques, on évite, parce que ça ne fonctionne jamais très bien et ils ont toujours des mauvaises réactions. Après il y a quelques contre-indications relatives, et on a des zones à éviter. Donc la zone de l'occiput et toutes les zones où il y a les passages des gros vaisseaux, évidemment on ne pique pas en intra-articulaire, ça n'a vraiment aucun intérêt, c'est même une petite faute, voire même une grosse. En intraneural c'est encore pire, et en intravasculaire aussi. Par rapport, on ne pique pas évidemment l'abdomen, au niveau du thorax, je l'ai mis parce qu'évidemment il faut être très prudent avec ne pas aller percer la plèvre. Mais évidemment, on pique au niveau du rachis dorsal. Et quand on pique au niveau costal, en fait, on prend juste la précaution de piquer sur la côte. Alors, la description de la technique, on la reverra en fait avec la vidéo. Donc, on repère le point avec une pince, si possible en pince. Ensuite, on fait un marquage du point, donc pas avec une aiguille, avec un guide en caoutchouc, mais des fois les gens disent que ça fait plus mal que l'aiguille. On désinfecte la zone. Alors normalement, cette main elle doit être gantée, mais j'y arrive pas. Et donc on introduit l'aiguille, et là on est donc dans le trapèze supérieur, et on va voir en fait les twitch, donc les réactions de secousse musculaire. Voilà. Bon. On en a quelques-unes. Voilà, il y en a qui se voient mieux que d'autres. Voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est la réponse qu'on cherche. Les études montrent qu'on a un très très bon résultat à partir de 6 contractions obtenues, 6 secousses musculaires. Mais en théorie, on n'est pas obligé d'avoir la réaction de secousse musculaire. Voilà, donc évidemment ça saigne pas. Sinon j'aurais pas mis cette vidéo. Parfois ça saigne. Ça peut arriver, il peut y avoir des légers saignements, mais c'est pas des gros saignements parce qu'on est toujours à distance des gros vaisseaux, on le sait. Hein, de toute façon, les points qu'on est censé piquer sont toujours à distance des points de danger. Par exemple, au niveau du pyramide du piriforme, évidemment, on utilise des aiguilles qui sont très longues
Donc on pourrait léser le nerf sciatique, mais en fait on est soit en interne, soit en externe. Les points soit sur le sacrum, soit près du grand trochanter. Donc là je l'ai mis, mais en fait on voit pas trop, la réponse est légère, en tout cas c'est pas très visible. Là on est sur le brachioradial. De combien à peu près? Ça dépend du muscle, ça dépend du point. Parfois en fait il suffit de rentrer d'un centimètre et on a le point, on touche le point. Dès qu'on a la réponse, c'est qu'on est dedans. Alors après on pique en fait en cône pour aller épuiser toute la zone en fait, pour obtenir un maximum de secousses. Et ça dépend aussi évidemment de la réaction du patient. Si le patient a mal, on fait une poncture et on ne bouge pas, une poncture unique. Et après on cherche, si on a souvent, on peut avoir en fait une accroche tissulaire, c'est-à-dire qu'en fait le conjonctif accroche à l'aiguille. Donc dans ce cas-là, en fait, on fait tourner l'aiguille pour libérer et pour en fait déclencher en fait les réactions qui correspondent au twitch, mais en fait qui font lâcher la tension. Tu piques dans le nodule direct, hein? Oui. Oui. T'as pas d'échymose ou d'hématome après? Non. Ben non, parce qu'on ne pique pas de vaisseau sanguin. On ne pique pas dans les vaisseaux, on est à distance. On est à distance. Il peut y avoir une petite vénule, un petit saignement léger à la sortie de l'aiguille, mais c'est vraiment très très minime. Très minime. Par contre, les conséquences, les effets indésirables, sont les douleurs post-poncture. Les gens ont pendant 24-48 heures l'impression qu'on n'avait pas planté une aiguille, mais tapé avec un marteau. Ils peuvent avoir des courbatures. Ils décrivent des courbatures qui peuvent durer 48 heures. Donc la poncture, elle peut être en cône. Elle est essentiellement en cône, mais sinon elle peut être unique, donc superficielle ou profonde. La poncture intramusculaire profonde, donc le but du jeu c'est de désactiver le point trigger, de mobiliser le cornomyalgique avec le twitch, et donc les risques, on a des risques de toute façon, puisque dans un pyramidal on va utiliser des aiguilles de 8 cm, donc il faut être au courant de l'anatomie, des zones qu'on a sous la main. Donc voilà, juste quelques images. Donc on a le brachioradial, on est sur le péronnier latéral. La poncture superficielle, on utilise en fait des aiguilles qui sont plus petites, plus fines. On va beaucoup moins profond, maximum 1 cm. On est en général c'est un demi-centimètre. On utilise en fait ça pour traiter les plans cutanés, pour traiter les cicatrices. Voilà. Et à ce moment-là, on recherche vraiment l'accroche tissulaire. Et c'est vraiment très net en fait. Quand on a des zones sous tension faciale, on n'arrive pas à sortir l'aiguille. Et donc en fait, on travaille en rotation à ce moment-là. Au niveau de la poncture superficielle, il n'y a quasiment aucun risque. Et c'est d'ailleurs en fait ce qu'on peut utiliser en fait en sous-occipital. On utilise en fait cette poncture-là. Voilà. Là, on est au niveau du cou. Ceux-là, on peut les laisser. En poncture profonde, en fait, on pique dès qu'on a trouvé, on a obtenu la secousse musculaire, on enlève l'aiguille. Et derrière, évidemment, comme je dis après, on fait les techniques manuelles pour drainer, pour éviter en fait les conséquences, les courbatures et choses comme ça. Après, avec cette poncture, c'est moins utile. Voilà, donc après le traitement, on utilise les techniques manuelles, on encourage les gens en fait à s'auto-traiter, faire les points de pression, bouger. Après la poncture, les gens ne restent pas au repos, c'est pas utile, au contraire. Donc oui, je disais il y avait quelques effets indésirables. L'essentiel c'est les sensations de contusion et de courbature. La douleur peut être augmentée, les symptômes peuvent être augmentés pendant 24 heures, mais ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Généralement, en fait, c'est la sensation de courbature, et plus on a eu de réponse à l'aiguille en poncture profonde, plus en fait on a de courbature, mais plus meilleur est l'effet après. On a quelques réactions végétatives, mais ça dépend des zones. C'est toujours pareil, c'est quand on pique
le SCOM. Merci de votre attention.